De retour les amis, très très heureux encore de vous retrouver. Cette fois-ci de retour sur ce magnifique plateau. On est ensemble, comme je le disais, jusqu'à 11h moins, 11h moins 10, 11h moins 15. Mais nous sommes ensemble. On va donc avancer petit à petit avec ce sujet que je nous ai concocté. Comme je le disais tout à l'heure, l'intelligence émotionnelle. On va discuter donc tout autour de cela, l'histoire donc d'avancer donc ensemble dans les relations ou plutôt même en amitié, voir un peu comment tout cela, voir comment tout cela fonctionne. On va avancer, on va avancer ensemble. Donc les amis, numéro Nabi Suzanne à Sekuna, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous envoyer donc vos messages. Nous sommes là. Donc nous sommes là pour vous les amis. On va avancer donc ensemble. J'ai avec moi donc mon premier invité, espérant que les autres viennent. S'ils viennent venir un jour. On va commencer par toi, Sam. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Je vais bien, merci à vous. Magnifique. Alors, en quelques mots, tu peux te présenter à nos téléspectateurs. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'on te retrouve? Alors, je m'appelle Sam Kizon. Je suis étudiant à l'UPC en L2 informatique. À part ça, je suis quelqu'un de très sportif. J'aime bien le sport. J'apprends le basket, le football et aussi quelques sports de combat comme karaté, self-défense, judo. Très très intéressant. Assez multitâche si je comprends bien. C'est toujours intéressant. Alors, j'ai aussi vu sur les réseaux créateurs de contenu, influenceurs même parfois certains disent. Comment tu gères cette casquette-là? Bon, c'est pas facile, mais j'ai vraiment, comment je peux dire, j'ai vraiment tendance à bouger un peu partout. J'aime pas rester fixé à un truc. En fait, tout ça, ça vient de mon enfance. Déjà, j'ai eu une enfance un peu compliquée et tout. Mais quand même, je me débrouille. Mais dans ta propre, comment dirais-je, dans ta propre présentation, tu n'as pas forcément parlé d'être influenceur ou créateur de contenu. Tout ça, j'apprends. Ah, ok. Je suis en train d'apprendre, je fais quelques formations. Je ne suis pas encore trop, comment je peux dire, professionnel, mais j'apprends tout ça. Dans la création de contenu. Oui. It's amazing. Donc, déjà vers la fin de ton cycle, déjà bientôt diplômé, si on l'a dit ainsi. Oui. Yeah, on espère toujours. Donc on sera ensemble les amis, on sera ensemble donc avec Sam pour le moment. Alors par rapport au thème, comme je te l'ai montré, qu'est-ce que ça t'a dit? Qu'est-ce que ça t'a déjà tiqué toi-même? Qu'est-ce que tu dirais ou qu'est-ce que tu appellerais intelligence émotionnelle? Déjà, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de reconnaître, de comprendre et de gérer nos émotions. Vous voyez un peu. Et de gérer celles des autres. Ok. La capacité de savoir gérer nos émotions, oui, mais aussi celles des autres, c'est très très important ce que tu dis. Mais pourquoi c'est aussi crucial aujourd'hui dans les relations, que ce soit amoureuses, amicales, pourquoi c'est si important? La capacité de gérer nos émotions là. Déjà, quand on a cette capacité de bien gérer ça, on est, comment je peux dire, ça peut nous permettre de ne pas trop se compliquer dans la vie. Okay. Déjà, nous vivons dans un monde un peu compliqué. Vraiment. Où les gens jugent facilement et tout. Et puis on raconte beaucoup des histoires et tout. Donc il faut savoir comment gérer nos émotions, comment aussi comprendre les émotions des autres pour ne pas avoir des problèmes par-ci par-là. Est-ce que si tu devais donner un exemple sur le fait de gérer l'émotion de l'autre, ce serait quoi, comme quel genre d'émotion qu'il faudrait gérer? De la jalousie, de la haine, comme quoi? De la colère? Moi je préfère bien la peur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Beaucoup de gens ont peur? Beaucoup de gens ont peur. Bon, j'aimerais vraiment les aider aussi à pouvoir mieux à gérer leur peur. C'est très très intéressant à gérer sa peur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé toi-même d'avoir peur de quelque chose, des gens? Comment tu as fait pour gérer ça? Déjà toi-même? Déjà, pour dire vrai, avoir peur, bon, ça arrive. Mais je ne sais plus si j'ai toujours peur. Hein. Ok. J'ai plus vraiment peur et tout. J'aime bien gérer ça. Et quand des fois ça veut venir, je me rappelle souvent d'une réalité qui m'était arrivée avant. Okay. Et ça me donne un peu le courage d'avancer. Très très intéressant. Alors, si vous avez compris les amis, chacun a son parcours. Donc pendant que mon très cher collègue Djibril s'apprête pour faire monter les autres invités avec nous, on va comprendre petit à petit cela. Ça m'a parlé de peur. Donc ça m'a parlé de peur et c'est aussi un sujet très très important. Alors vous, de votre côté les amis, est-ce que vous avez déjà eu peur de quelque chose?
est-ce que dans les relations que vous entretenez avec les gens, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de frisson? Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de crainte dans les relations amicales ou amoureuses que vous entretenez? C'est toujours donc, très important. Comme je le disais tout à l'heure, mon réalisateur Michael Chiu va nous aider en association avec Djibril, histoire de faire monter les invités qui sont en train de venir. Petit à petit, on va commencer évidemment tous ensemble. Comme je le disais, nous sommes ensemble jusqu'à 11h, donc les amis, on va discuter sur ce magnifique sujet qui est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, cette capacité à savoir gérer les émotions, cette capacité à savoir gérer le tempérament que nous avons ensemble, cette capacité que nous avons d'avoir ensemble de gérer certaines émotions, cette capacité que nous avons de gérer même les gens, et donc on va avancer ensemble dans ce sens-là. Comme je le disais, j'ai avec moi d'autres invités, évidemment on va les accueillir petit à petit. Je vais commencer par celle qu'on ne présente plus, Madame Joël. Bonjour. Bonjour Charles. Comment ça va ce matin? Je vais bien, merci. Et bonjour à toi aussi. It's amazing, avec les embouteillages et tout ceci. C'est compliqué. Très très complexe. Et celle qui vient d'arriver aussi. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Comment ça va ce matin? Bien, merci. Et vous? Magnifique, moi également. Alors, avant que je revienne vers vous, en quelques secondes, tu peux te présenter à nos téléspectateurs. Comment on t'appelle? Où est-ce qu'on te retrouve? Que fais-tu dans la vie? Ok, je m'appelle Eliane Kaimbi, je suis étudiante à l'UPC. À part ça, je suis aussi créatrice de contenu à mes heures perdues, passionnée de lecture. Passionnée de lecture. It's amazing. Alors, Madame Joël, encore une fois, petite présentation. Bien entendu, je suis Adonai Mata, je suis chanteur. Je vais un peu cacher notre casquette de réalisatrice, mais je suis médecin. Et voilà, et je m'occupe de jeunes filles, des adolescents et quelques adultes aussi. It's so amazing. Alors on va avancer dans ce sens-là, les amis. Vous l'aurez compris, on a trois profils assez variés, assez différents. Alors on discute sur l'intelligence émotionnelle. Avant que je revienne vers vous, donc Madame Eliane, dites-nous un peu, Madame Joël, comment vous définirez l'intelligence émotionnelle? Bon, l'intelligence émotionnelle, c'est, comme l'a dit précédemment, le premier invité, c'est d'abord la capacité de reconnaître ses émotions, mais aussi de les interpréter. Okay. Parce que ça ne suffit pas de les reconnaître, mais il faut aussi savoir les interpréter. Mais c'est aussi la capacité de se maîtriser et de comprendre même les émotions des autres. Je crois que c'est le résumé de ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, qui est bien entendu différent du quotient intellectuel. Yeah. Ça m'a parlé tout à l'heure de cette capacité à savoir comprendre les autres, mais aussi se comprendre soi-même. Est-ce que par rapport à comment toi tu observes la jeunesse congolaise aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est une qualité que beaucoup de personnes développent, cette capacité à savoir non seulement se comprendre soi-même, mais aussi comprendre l'autre, émotionnellement parlant? Je crois nécessairement que ça prête un peu beaucoup de confusion et que ça crée certainement de problèmes. Yeah. Beaucoup de gens pensent que, dès par le fait qu'ils sont intelligents, okay. C'est-à-dire... Qu'émotionnellement aussi, c'est la même chose. Que c'est la même chose. L'intelligence logico-mathématique ou linguistique ou toute autre forme d'intelligence est différente de l'intelligence émotionnelle. Yeah. Seulement, dans la jeunesse congolaise, je vois plus de gens qui ne savent déjà pas ce qu'ils ressentent okay. et qui prennent, je ne dirais pas le plaisir, mais ils sont comme influencés par les émotions des autres. Okay. Et ils se définissent en fonction des émotions des autres au lieu d'interpréter et de reconnaître leurs propres émotions. C'est très intéressant ce que vous dites. Donc je me tourne vers vous, Madame Eliane. Encore une fois aussi à vous, comment vous définirez l'intelligence émotionnelle, mais aussi est-ce que vous pensez qu'il y a cette grosse différence entre l'intelligence, disons, intellectuelle, mais aussi émotionnelle? Je dirais, je vais rebondir sur la définition de Madame Joël. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de reconnaître ses émotions, de comprendre ses émotions, et aussi de comprendre et de reconnaître celles des autres. À cela, je pourrais rajouter la capacité de les interpréter de manière saine et de ne pas interpréter les émotions des autres de manière malsaine. Yeah. Je m'explique. Lorsque quelqu'un t'exprime son ressenti par rapport à X ou Y chose, il ne faudrait pas le prendre pour une attaque personnelle, mais se mettre dans la peau de l'autre. Et c'est avec cette vision des choses-là que qu'on peut interagir de manière saine. Très intéressant, de l'empathie, évidemment on va y revenir.
Ça me parlait tout à l'heure de peur que les gens peuvent ressentir. Alors, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent faire en sorte que on ressente de l'insécurité, voire même un mal-être profond, voire même le fait de ne pas savoir comprendre les autres parce qu'on a peur, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà ressenti, toi, personnellement, ou comment tu as fait pour te sortir donc, de cette peur, personnellement? Je n'appellerais pas ça de la peur, mais Mhm. ce qui est vrai, c'est que l'intelligence émotionnelle n'est pas un concept dont on parle souvent dans notre société africaine. Alors, c'est difficile aujourd'hui de distinguer euh, l'intelligence émotionnelle du quotient intellectuel. Yeah. Donc, pour mon expérience personnelle, le moment où j'ai remarqué que je manquais d'intelligence émotionnelle, c'est lorsque j'avais du mal d'abord à interpréter mon propre ressenti face aux agissements des autres et interpréter les ressentis des autres par rapport à mes agissements. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais pas d'intelligence émotionnelle. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à me documenter par rapport à ça. Et voilà quoi. Et je ne pense pas que ce soit de la peur, honnêtement. C'est ok. Mais Juste ça un manque de connaissances. Oui, c'est juste un manque de connaissances. Très très intéressant ce que vous dites. Je reviens vers toi, donc Sam. Évidemment, on va revenir dans les relations. Qu'est-ce que toi tu dirais quels sont les signes pour toi d'une personne qui n'est pas forcément intelligente émotionnellement parlant? Si tu devais énumérer quelques petits signes. Bon, les signes sont d'abord la personne quand elle est, vous avez dit en couple, non? Yeah. La personne a tendance à se braquer. Voilà. Ok, se braquer. Yeah. En étant en couple, déjà, il faut d'abord avoir confiance à la personne. It's okay. Et quand on n'a pas confiance à la personne, on fait n'importe quoi. Ouais, c'est un peu ça. On a discuté couple, évidemment, mais Madame Joël, dites-moi, quand vous encadrez les jeunes filles, vous encadrez évidemment des jeunes adultes aussi. Au-delà même du fait des relations amoureuses, même des relations amicales, peu importe que ce soit relation entre mentor et donc la personne qui se fait mentorer, vous pensez qu'il peut aussi manquer d'intelligence émotionnelle dans ce genre de rapport? Bien entendu. D'ailleurs, je crois que l'intelligence émotionnelle, c'est définir aussi, comment dire, se forme aussi en fonction de ce que nous avons eu à acquérir au fil du temps. C'est-à-dire les différentes épreuves que nous avons eu à rencontrer, les différents traumas auxquels nous avons eu à faire face, les circonstances dans lesquelles on a grandi, contribuent énormément dans la formation du quotient émotionnel. Alors, on peut avoir des mentors qui sont eux-mêmes moins intelligents émotionnellement et qui communiquent leurs valeurs aux gens qui sont peut-être moins intelligents encore plus que, ou encore c'est pire, ou encore des gens qui sont plus intelligents émotionnellement, mais comme ils n'ont pas de mesure, comme ils n'ont pas de repères, ils se laissent influencer. Oui, ça existe. Et on voit d'ailleurs plus actuellement des influenceurs, excusez-moi, on voit plus d'influenceurs qui, quand vous regardez le contenu, quand vous regardez les conseils qu'ils donnent, vous vous posez la question. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Il y a quelque chose qui cloche au fait. Et il y a beaucoup de gens qui les suivent malheureusement et pourtant ils définissent le fait en fonction de leur traumatisme. Ils ne sont déjà pas guéris, ils sont émotionnellement instables et c'est pire parce que vous vous demandez ce qu'ils sont en train de communiquer. Un leader d'opinion qui a un souci, un déficient émotionnellement parlant, c'est un danger. C'est très très dangereux. Très très intéressant ce que vous dites. Alors, Madame Ila, dites-moi, comment on fait pour gérer ce genre d'émotions, la jalousie, l'orgueil, voire même la dépendance affective? Comment on fait pour gérer ça émotionnellement? La dépendance affective, déjà il faudrait se rendre compte qu'on est dépendant affectif. Tous? Il faudrait se rendre compte. Ça veut dire que les personnes qui souffrent de la dépendance affective parfois ne s'en rendent pas compte. Et je pense que le premier pas vers cette délivrance, c'est la prise de conscience. Mais également, il faudrait travailler sur son amour-propre parce que tu ne peux pas prétendre pouvoir aimer quelqu'un sans t'aimer toi-même. Tu ne peux pas prétendre pouvoir estimer quelqu'un sans que tu ne t'estimes toi-même au préalable. Alors, je pense que c'est vraiment un grand travail que la jeunesse d'aujourd'hui a à faire parce qu'on a beaucoup de gens malades. Donc, oui, on a beaucoup de malades dans notre société. Et c'est pas quelque chose qui se fait en un jour, mais c'est quelque chose qu'il faut travailler. Par rapport à la jalousie, je dirais qu'émotionnellement parlant, il faudrait non seulement reconnaître que là, j'éprouve de la jalousie, mais il faudrait aussi
travailler sur son intérieur. Ça veut dire que certes, tu te considères comme une bonne personne, mais ce sentiment-là n'est pas bon. Il y en a qui disent que sans jalousie, il n'y a pas forcément d'amour. Moi, je trouve que la jalousie, c'est un sentiment d'insécurité personnelle. Ok. Ouais, oui. Ok. La jalousie, comme madame l'a dit, relève d'une insécurité personnelle. Tu n'as pas assez confiance en toi. Et tu n'as pas assez confiance en ce que tu vaux. Ah ouais, même un tout petit peu de jalousie, non. Vous êtes un peu en extrême. Bon, Après, il y a la jalousie. Pour moi, déjà, je trouve que c'est quelque chose d'assez malsain. It's okay. Yeah, c'est vrai. C'est quelque chose d'assez malsain lorsque c'est à l'extrême. Lorsque tu es avec quelqu'un qui est tout le temps en train de vouloir contrôler ce que tu fais parce qu'il est jaloux. Surveiller. Ça, c'est ridicule. Sincèrement, je trouve que c'est ridicule parce que tu es censé savoir avec qui tu es, tu es censé savoir qui tu es toi aussi. Yeah. Et en vertu de ça, tu n'as pas à être jaloux. Si tu trouves que la personne en face de toi ne se comporte pas bien, ne te respecte pas, ben on ne tolère pas le manque de respect en fait, tout simplement. Ah ok, donc tu dirais que la jalousie, voire excessive, c'est un peu un manque de respect, d'une certaine façon. Un manque de respect envers soi-même en fait. It's okay, it's okay. moi, je pourrais contribuer à quelque chose. Au fait, la jalousie, c'est biologique. Ok. On peut le dire comme ça. Ok. Dans la neurobiologie, on définit deux formes de jalousie, par exemple. En neurobiologie, on parle de la jalousie féminine et de la jalousie masculine qui sont différentes. It's okay. Déjà, la jalousie pour les femmes, c'est neurobiologiquement parlant, j'insiste, c'est lorsque la personne, la femme, a peur de manquer de la protection de l'homme. It's okay. Neurobiologiquement parlant, nous sommes un peu comme des animaux. C'est-à-dire, la personne a peur de perdre la protection de l'homme. Et l'homme, sa jalousie, c'est viscéral, comme on dirait, en fait, organique. C'est-à-dire, l'homme a peur que la femme porte en elle la sémence d'une autre. Et qu'il développe, comment dire, il élève la progéniture d'une autre personne. Ok. Alors, par rapport à ça, nous avons de différentes manières d'exprimer la jalousie. Ça peut arriver lorsque la femme sent que son territoire est menacé. On peut le dire comme ça. Je vois la présence d'une femme. Je ne suis pas jalouse de toutes les femmes. Je ne me sens pas menacée par toutes les femmes. Mais je remarque quand même qu'il y a une qui a tendance à occuper mon territoire. Alors là, je peux exprimer la jalousie parce que biologiquement, je pense que la protection, il y a ça arrive. Ça, c'est pas maladif. Alors, pour l'homme, ça peut arriver. Tu vois, il y a quelqu'un qui a tendance à rôder autour de ta femme. Il y a beaucoup trop. Il met ses évidences en exergue et tout ça. C'est normal de ressentir une forme de jalousie parce que la jalousie fait intégrer aussi le protectionnisme. Et c'est normal que tu estimes que c'est pour moi, je n'ai pas besoin de partager. Yeah. Mais le problème, c'est quand ça devient excessif. Et c'est là, au fait, qu'on inclut le sentiment de manque de confiance en soi. Ça peut arriver qu'on puisse éprouver de la jalousie sans que ça soit négatif. c'est une petite passerelle en tout cas. Voilà, une toute petite passerelle. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça, Sam? Tu es aussi du même avis que la jalousie, c'est forcément un signe de manque de confiance en soi? Oui, oui. T'es quand même le seul homme sur le plateau, enfin, en dehors de moi. C'est quand même un énorme... Et personnellement, comment toi tu fais pour gérer ça? Tu dirais que t'es quelqu'un de plutôt excessif ou ça va? Je peux pas dire... moi déjà quand je suis en couple, Ok. je ne suis pas jaloux. It's okay. Déjà je me considère beaucoup. Je me dis ça, c'est pas important de suivre tout ça. It's Donc, okay. déjà, C'est pas forcément de la fierté? non, Ok. pas d'accord. Plutôt de la confiance en soi simplement. Déjà quand je suis en couple, je me dis si la personne m'aime elle-même, si elle ne m'aime pas, bon. Basta. Ouais. Alors Madame Eliane, je reviens vers vous. Si on va vraiment entrer dans le vif du sujet carrément. Si on doit parler des déclencheurs forcément émotionnels, les plus fréquents, qui font en sorte que les disputes naissent généralement dans les couples, si on doit parler de ces déclencheurs, si tu pouvais les énumérer, ce serait quoi par exemple? Les déclencheurs, enfin pour moi, l'un des déclencheurs, je dirais que c'est le moment où la femme ne se sent plus en sécurité. Ok. Oui, lorsque la femme est en insécurité, là, ça commence à poser problème. Et si l'homme ne réalise pas que la femme elle est en train d'exprimer son insécurité, ça va créer des disputes. Et on a également le manque
Le manque de communication, ça tout le monde sait. Sorry, tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Tu as parlé de manque d'insécurité de la part de la femme. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que la femme qui souffre parfois de ce manque d'insécurité. Est-ce que l'homme peut aussi souffrir de cela? L'homme peut souffrir de cela, mais la femme, je dirais, je m'inclus d'ailleurs moi-même, je dirais c'est dans les petites choses. It's okay. Dans les petites choses que la femme peut ressentir de l'insécurité par rapport à la relation. Lorsque du jour au lendemain, l'homme ne fait plus les mêmes efforts. Lorsque vous sortez de votre dynamique actuelle, c'est là que ça peut créer de l'insécurité, le manque de communication. Lorsque vous pensez des choses, chacun de son côté, vous ne prenez pas le temps de réellement communiquer par rapport à ça. Ça peut créer des disputes sur le long terme. Parce que lorsque chaque conjoint accumule des choses et au bout d'un moment, vous allez ressortir comme ça et on ne saura pas ça vient d'où, toutes ces choses-là. Et ça peut créer des disputes. Et à part ça, je dirais aussi le manque d'honnêteté, de transparence. Surtout de transparence. Oui, le manque d'honnêteté, de transparence peut conduire à des disputes et aussi lorsqu'on est trop dans la fierté, lorsque chacun est retourné sur lui-même, lorsque chacun ne sait pas mettre quand il faut sa fierté de côté, son ego de côté, ça peut conduire à des disputes, voire... J'ai l'impression que là, tu es en train de décrire quelqu'un de parfait, en fait. Dans toute la description que tu es en train de faire. Parce que si quelqu'un a toutes ses qualités, bah, il est parfait, en fait. Mais malheureusement, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Yeah. Justement, voilà pourquoi on a tendance à nous dire que il n'y a pas une relation où les gens ne se disputent pas. It's okay. Très intéressant ce que tu dis. Madame Joël, si on doit... En fait, moi, je voudrais quand même qu'on intègre un point qui est important dans l'intelligence émotionnelle. On parle de l'empathie. L'empathie est très important parce que l'empathie, ça te permet de ressentir le ressenti des autres, permettez-moi cette expression, de ressenti des autres, de les interpréter, mais aussi ça te permet de te mettre à leur place. Dans la plupart des cas, nous avons des gens qui peuvent comprendre les ressentis des autres sans avoir la possibilité de se mettre à la place des autres. Les psychopathes, par exemple, ne témoignent pas d'empathie. Aujourd'hui, selon l'OMS, on dit qu'il y a 20 millions des fous en République démocratique du Congo. Bon, dire fou, peut-être c'est trop dur, je veux dire de déséquilibrés mentaux. Et il y a de plus en plus de psychopathes. On vit avec eux, surtout qu'ils ont une grande capacité de s'adapter dans la société. Ils sont très intelligents, ils peuvent reconnaître leurs besoins, ce qu'ils désirent, et ils peuvent facilement manipuler les autres. Alors, lorsque nous sommes dans un couple et qu'on manque la possibilité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, là, c'est vraiment un gros couac. Parce que tu peux te dire que moi, ce genre de choses, ça ne me pose pas de problème. Que je fasse ceci, ça ne me dérange pas, ça ne me blesse pas. Mais si ça blesse l'autre et que tu n'arrives pas à voir la blessure de l'autre, que tu t'entêtes dans le fait que chez moi, ça passe, et tout ça, c'est un problème, c'est un quoi. Tu vas faire vivre l'autre dans la frustration continue et après... Un enfer. Oui, mais c'est un problème. Et surtout, quand toi, tu peux te dire, surtout dans la capacité de pardonner. Par exemple, pour pardonner aussi, il faut que tu sois en mesure de te mettre à la place de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, tu peux te dire, tu as fait une bêtise, moi je ne l'aurais pas fait. Telle chose, je n'accepte pas. Là, les gens qui parlent français, il a franchi les Rubicons. Et tout ça, vous allez dire tout ce que vous voulez. Mais mets-toi à la place. Vous n'avez pas reçu déjà la même forme d'éducation, vous n'avez pas eu affaire aux mêmes problèmes, vous n'avez pas grandi de la même manière, pas du tout élevé par le même parent. Nécessairement, vous avez un décalage, vous avez un problème. Je sais qu'en psychologie, on nous dit que les disputes proviennent du décalage entre le décodage d'informations. C'est-à-dire, lorsque moi je suis en train de crier, l'autre est en déphasage avec moi, il ne comprend pas. Je soutiens ce que Madame Eliane a dit. La discussion est très importante, mais à quel ton? C'est-à-dire, il faut trouver le ton possible, l'harmonie possible pour permettre à l'autre de comprendre. Deuxièmement, il faut parler le langage que l'autre comprend. Nous ne comprenons pas les choses de la même manière. Essaye de comprendre le langage de l'autre. Par exemple, vous pouvez voir une femme qui, elle, pour qu'elle comprenne qu'on l'aime, il faut lui dire de mots doux.
quand tu lui dis je t'aime, tu es la plus belle femme, elle comprend. Le soleil de ma Le chambre. soleil, elle comprend. Mais il y a deux femmes, tu lui dis tout ça, c'est basta, elle comprend pas. Yeah. Moi, je connais deux gens qui, tu pourrais lui dire tout le mot que tu veux, elle croira jamais que tu l'aimes. Et comment Mais elle sait jamais. Elle, pour savoir qu'elle est aimée, c'est le service rendu. Il faut que tu lui rendes un service. Quand elle remarque que tu peux te lever, tu l'accompagnes très tôt matin à l'hôpital, tu lui rends un... Pour elle, elle dit waouh, cette personne même. Okay. Non, vous voyez, vous avez déjà ce problème. Deux langages Toi, différents. tu as ça, vous avez deux langages différents. Tu parles à ta façon, ne comprenant pas les langages de l'autre. Ça crée une forme de dispute. Donc, je crois qu'il faut mieux s'étudier et mieux se mettre à la place. Vous avez martelé quelque chose de très très intéressant, c'est la façon dont on a été éduqué, chacun. Oui. J'ai été exposé à certaines choses, elle a été exposée à certaines choses. So, on peut dire que la communication c'est bien, mais comment on fait justement pour se reconnecter quand on vient de deux éducations différentes? Je la demande, mais je vais aussi demander à madame. Par exemple, moi ce que je fais souvent, c'est que j'aime bien entendre ce que les autres ont. C'est comme ça que j'arrive à les comprendre. C'est-à-dire, je te posais comment tu as grandi, qu'est-ce que tu faisais, je veux connaître quelles sont tes blessures, quelles sont les choses qui te font mal. Sans pour autant, ce sont des questions qui me permettent de comprendre l'autre. Et je vais aussi m'ouvrir, plus je gagne en confiance, plus la personne gagne en confiance aussi avec moi. Je vais essayer de m'ouvrir pour lui dire, tu vois, telle chose j'aime, telle chose j'aime pas. Je le fais pas seulement dans le couple. Non, non. Même en amitié, évidemment. Même en amitié, même avec des gens que j'encadre. J'essaye de comprendre comment tu as grandi parce que ça me donne une perspective, ça me donne une façon. Et je sais que telle personne avec les blessures qu'il a eues, je ne peux pas lui parler de telle façon. Je peux me mettre là, j'ai des gens sur qui je peux tonner, comprendra. Mais j'ai des gens sur qui je ne tonne jamais. Je parle toujours avec douceur. Parce que c'est son langage. C'est son langage. Il ne comprendra pas si je me mets à tonner, il croira que je ne l'aime pas. Et pourtant, je le fais pour son bien. Donc, quand tu apprends à écouter l'autre, à lui dire comment tu as grandi, comment tu as fait ceci, quelles sont les blessures que tu as eues, quelles sont les choses qui t'ont fait le plus mal dans la vie, quelles sont les choses que tu aimes, comment toi tu aimerais te sentir aimé, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour toi pour que tu te dises waouh, je suis aimé, je suis apprécié et tout ça. Ça contribue, mais surtout les hommes, ils trouvent que c'est trop de blabla et puis c'est trop d'histoires, ça ne regarde pas. Alors moi je dois être un homme assez compliqué parce que j'adore, je peux vous écouter toute la journée. Okay. Madame Iliane, à vous, comment vous pouvez donc nous répondre dans ce sens-là? Comment on fait pour se reconnecter quand on vient de deux éducations différentes? Lorsqu'on vient de deux éducations différentes, déjà il faudrait accepter nos différences et se dire que ces différences-là ne constituent pas une barrière, mais ces différences-là peuvent nous enrichir chacun. Donc déjà ça commence par là, et lorsqu'on communique, il ne faudrait pas interpréter les choses telles qu'on les entend, mais il faudrait chercher à interpréter les choses qui sont dites par rapport à la personne. Parce que ce qui se passe, c'est que moi je peux dire X chose, toi la personne le ressent d'Y manière. Alors il faudrait s'écouter, et même pendant la discussion c'est très important de poser des questions afin de comprendre la personne telle qu'elle a besoin d'être comprise et non pas comme tu voudrais qu'on te comprenne. C'est très important. C'est vraiment l'une des choses qui pourrait améliorer la communication. Comprendre la personne comme elle veut qu'on lui comprenne, pas comme tu veux qu'on puisse te comprendre. Très très intéressant ce que vous dites. Et toi Sam, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Deux éducations différentes. Déjà en tant qu'homme, c'est parfois très très compliqué, c'est à toi forcément d'avoir de la patience envers l'autre. Comment tu vois cela? C'est un cas qui t'est déjà arrivé, disons? Ouais, déjà. Et comment je le gère? Juste en discutant. J'aime prendre le temps de connaître la personne, j'aime prendre le temps de connaître ce qu'elle a à vivre. Et puis, j'aime pas trop forcer les choses. It's okay. Je prends le temps, j'aime pas sauter les étapes. J'aime directement, j'aime aller pas à pas comprendre la personne. Mais c'est parfois, disons, c'est pas tout le monde qui a ce mental-là d'être patient, surtout qu'il y a des cas qui tu es patient, mais ça exaspère. Je vous assure. il y a aussi cet autre côté, si vous pouvez rencontrer quelqu'un de complètement fermé, qui ne parle pas, observez. Comme moi. L'observation, ça te permet de mieux connaître. Tu vas comprendre, par exemple, le langage corporel. J'ai un ami qui
n'exprime jamais ses ressentis. Si tu lui demandes ça va, il dira toujours ça va. Qu'il ait perdu quelqu'un, qu'il ait perdu de l'argent, il dira toujours ça va. Tu pourras même te fâcher. Il te dira jamais que ça va pas. Sauf que parfois j'essaye de voir comment il réagit. Il y a de langage de stress. Et vous verrez par exemple quelqu'un qui est en train d'agiter son pied, il est boudeur, il se gratte un peu. Souffle. Il regarde, tu lui dis, cette personne est stressée. Et parfois, avec beaucoup de patience, beaucoup de douceur, tu arrives à lui dire, et si tu me disais ce qui ne va pas vraiment? Et si tu me disais ce qui te dérange? Un peu, il va essayer de dire un peu. Mais au fur et à mesure que vous avancez en observation, vous pouvez commencer à récupérer des informations sans que la personne le sache. Et l'observation est très très importante. C'est intéressant, je vais en venir à ma question suivante. La différence d'âge. Est-ce que c'est forcément quelque chose c'est quelque chose qui garantit de l'intelligence émotionnelle? Pas du tout. Ou c'est compliqué? L'écart d'âge ne garantit pas du tout l'intelligence émotionnelle parce qu'on a aujourd'hui dans notre société des adultes, des managers et des enfants également qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle, qui n'ont aucune empathie. Donc lorsque quelqu'un est plus âgé que toi, ça ne veut pas dire que la personne a de l'intelligence émotionnelle. Et pour des relations comme l'amitié, que ce soit la fraternité ou même le couple, il faut de l'intelligence émotionnelle. Parce que lorsque tu n'as pas d'intelligence émotionnelle, ce sera difficile pour toi d'être empathique. Ce sera très difficile. Il y a une énorme vague, jusqu'à aujourd'hui toujours, de certaines femmes qui se disent que non, moi, il faut que je sois avec quelqu'un de plus âgé parce qu'il peut me comprendre. Non, je pense pas que ce soit par rapport à la compréhension parce que c'est scientifiquement prouvé que les femmes grandissent beaucoup plus vite que les hommes. Alors, je pense que les femmes ont cette facilité-là d'accrocher avec des hommes plus âgés parce que généralement, une femme de 22 ans aura du mal avec un homme de 22 ans. C'est de la recherche de la sécurité, disons? Oui, en un sens. Pour la simple et bonne raison que à 22 ans, un homme et une femme ne voient pas les choses de la même manière. À 22 ans, un homme veut aller en soirée. Une femme, elle veut avoir une vie un peu plus rangée. Donc, ce qui fait que déjà, lorsqu'on n'a pas la même vision de la vie, même pas la même vision, mais lorsque nos visions ne convergent pas, ce sera difficile de bâtir une relation. Voilà pourquoi les femmes ont tendance à se tourner vers des hommes plus âgés. Mais là, tu parles un peu en général. Je pense qu'il y a aussi des hommes de 22 ans qui ont envie d'être âgés. Oui, ça c'est vraiment de manière très générale. Mais c'est les hommes de 22 ans qui ont envie d'être âgés. C'est très rare. Très rare, ouais. Je soutiens. Moi, à 22 ans, je voulais déjà être âgé. Eh ben, c'est une exception. Et vous confirmez cela, qu'il y a des différences par rapport à l'âge? Oui. Au même âge, on ne pense pas tous de la même façon. Bon, je continue à dire que ça dépend de comment on a grandi. It's okay. Je continue à dire ça. Ça dépend de comment on a grandi. Il y a des gens... donnons l'exemple au Royaume-Uni, par exemple. La manière dont le prince grandit. Ils savent que je suis préparé pour devenir roi. C'est depuis son enfance? Oui, depuis son enfance. On l'éduque comme ça. Il y a 2 hommes à la maison. On leur dit... tu sais, tu dois avoir telle chose. J'ai un ami, leur père leur disait toujours, à 18 ans, vous quittez chez moi. Donc, vous vous préparez, à 18 ans, vous quittez chez moi. Bon, il riait toujours. À un moment, il a dit, bon, à 25 ans, parce que à 18 ans, ils n'étaient pas prêts. Mais il les a éduqués de sorte qu'ils se préparent. Qu'ils se préparent, de sorte qu'ils deviennent des hommes. Alors, du coup, quand vous les rencontrez, quand vous les entendez parler, déjà quand il avait 18 ans, c'était un homme. C'était vraiment un homme. C'était beau à voir. Tout comme que vous pouvez avoir une femme ou une fille, comme vous avez dit, c'est une femme de 30 ans, mais qui a un raisonnement de 18 ans. J'ai connu des gens à l'université, on avait presque le même âge, mais quand tu l'entends, tu dis, est-ce que c'est moi qui fais vieille? C'est elle qui est trop jeune. C'est elle qui est trop jeune. C'est compliqué. Sa façon de réfléchir, sa façon d'interpréter les choses, sa façon même de réagir, surtout la victimisation, ça signe déjà que quelqu'un va y revenir, a un problème émotionnel. Donc, je peux être
avec quelqu'un, pour moi, ça pose pas de problème. Hein. Je peux tout bien sortir avec quelqu'un de moins âgé que moi ou de plus âgé que moi. Il faut être adulte pour comprendre ça. Voilà, il faut que tu aies de la maturité. Si je trouve de la maturité dans quelqu'un de 26 ans, même si vous me présentez quelqu'un de 35 ans, ça veut rien dire s'il est mentalement down. Non, je préférerais sortir avec quelqu'un de 25 ans. Parce que vous ressentez cette forme de maturité. Il y en a, c'est la solidité. Les femmes, par exemple, nous aimons la solidité. Un homme fort, solide, parce que c'est vrai, on peut dire tout ce qu'on veut, les femmes grandissent, elles sont matures et tout le tralala, mais quand les hormones débarquent, c'est vraiment de pique. Hein. Vous voyez, on a des périodes lunatiques, elle pleure tout le temps et tout ça, de moments où elle se sent comme déprimée, elle a besoin de se sentir aimée, parfois de moments où elle est complètement en pétard, parce que tout se comprend de travers. Si tu n'as pas quelqu'un de solide, le couple va en l'air. Alors tu peux facilement trouver quelqu'un de 35 ans qui n'a pas le nerf solide. Et le couple va partir. Mais tu as ton gars de 25 ans, tu as peut-être 30 ans, tu vois le gars. Je sais que ça sonne faux chez les femmes. Et je pense 2025, que ça sonne plus faux. Non, il y en a quand même ces stéréotypes. Mais ça pose problème. Mais pour moi, je crois que c'est le mental qui compte plus. Hein. Et l'éducation est très très importante pour élever quelqu'un émotionnellement. Cette stabilité, ce confort-là qu'on ressent parfois chez quelqu'un de plus jeune. Ouais. Je le souhaite à toutes les femmes de ça. L'homme sur le plateau, toi t'es plutôt du genre femme plus âgée, ça passe? Pas trop. Pourtant aussi c'est un stéréotype. Mais ça dépend. Ça dépend de? Ça dépend de comment on peut gérer les choses. Si c'est une personne qui réfléchit, qui a des visions. Parce que moi j'aime vivre avec des visions. J'aime prévoir les choses. J'aime pas que la chose arrive et puis je dis il fallait que je puisse faire ça. Non, j'aime déjà prévenir. Déjà moi, comme la dame m'a dit, déjà moi, 22 ans, il y a des gens, il y a des garçons qui aiment sortir et tout. Moi déjà, je prends pas l'alcool. It's okay. Je prends pas l'alcool. Ça c'est pas pour mentir. Je prends pas l'alcool. Je suis quelqu'un de... Je planifiais déjà ma vie. Parce que mon père m'a toujours dit que tu es un homme, tu es l'aîné de la famille, tu vois, côté garçon. Tu es l'aîné de la famille, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Donc tu dois tu dois pas dérouter. Tu dois toujours être au top. Toujours être au top, venir avant. C'est pas forcément une forme de pression. Non, pour moi c'était pas une forme de pression, mais en fait, bon. Je ressentais un peu de la pression, oui, mais pour moi c'est une pression saine, disons. Pour ça te préparer. Et ça me mettait à l'aise. Et puis je les remercie aussi parce que ça m'a, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a aussi aidé. C'est un peu ça. C'est très bien parce qu'il y a certains qui vivent leur adolescence à 30 ans. C'est très compliqué. J'ai le souvenir d'une histoire qu'on me raconte d'une fille de 28 ans qui traîne qu'avec des filles de 21 ans. Et ce sont les filles de 21 ans qui lui donnent des conseils sur ses relations. Mais non, tu ne dois pas faire ce genre de choses. Mais à un moment donné, c'est qui l'adulte? C'est une dinguerie. Et c'est ce que vous dites, c'est vraiment très intéressant. La différence d'âge n'est pas forcément un élément encore clé par rapport à tout ça. Je reviens vers vous encore une fois, Madame Joël, avant de repartir sur Madame Eliane. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes vivent leur relation comme un besoin affectif ou plutôt comme un projet de vie défini, en général? Il y a très peu de gens qui vivent comme un projet à venir. Hein. J'en vois plus. Plus comme un besoin. Comme un besoin. Je ne peux pas rester seul, il faut qu'il y ait quelqu'un. J'ai vu des gens qui ont rompu. Par exemple, j'étais choquée. Je vois quelqu'un qui a rompu. Et 2 jours après, elle était en couple. 2 jours seulement. J'étais choquée. Vous êtes encore de la vieille école, vous? Oui, mais comment t'as fait? Elle était amoureuse. Hein. Elle était amoureuse. Elle pleurait même. Mais 2 jours, j'ai pas dit 2 semaines, 2 jours après, elle était en couple. Je dis, mais t'as même pas eu le temps de faire les deuils de la personne. Il y a un processus qui est très important pour se reconstituer. Vous savez, quand vous êtes dans un couple, vous donnez. C'est ça, c'est le problème. On a des gens qui aiment recevoir sans forcément donner. Ce qui est pire, c'est qu'ils ont de blessures intérieures. Vous savez, quand quelqu'un a des blessures, c'est comme un vase qui est troué, qui est percé de tout. Vous pourrez mettre autant d'eau que vous voudrez. Ça coulera. À cette personne-là, vous pouvez lui déclarer toute forme d'amour, de toutes les manières possibles connues. Ça coulera. Il se sentira toujours moins aimé pour autant. Quand vous sentez d'une relation pareille, vous êtes épuisé émotionnellement. Vous avez besoin de vous ressourcer. Il y a même
une étape, moi j'appelle ça l'aphasie. Bon, c'est-à-dire comme une cessation émotionnelle. Vous ne ressentez plus rien. Ça arrive. C'est votre âme qui prend le temps de se reconstituer. Ensuite, vous allez reprendre plaisir à la vie, aux petites choses et tout ça. Vous venez d'une relation parallèle. Vous entrez direct dans une autre relation. Vous allez devenir exigeant, vous aussi. Extrêmement. Vous allez demander plus. Vous allez créer encore quelqu'un d'épuisé et sensible. Donc, quand quelqu'un... actuellement, je vois des gens qui s'engagent. Ouais, il y a même qui sont heureux. Hein. Je veux le dire en lingala. Au bout, il y en a 12 heures. On a 12h06. Ok. Nada en couple. Je dis, est-ce que ça va? Ok. Tu n'as pas eu le temps, à moins que ce ne soit pas une relation dans laquelle tu t'investissais émotionnellement. Ça, c'est un problème. Si tu t'es investi émotionnellement... Certains disent que c'est une relation qui était déjà là, mais on ne prêtait pas forcément attention, on a juste récupéré la chose. C'est ça justement le problème, en fait. Que ce soit une relation latente ou une relation qui vient d'arriver, vous avez besoin de vous ressourcer. C'est pour vous que vous les faites, c'est pas pour l'autre. C'est pour vous. Vous avez besoin de vous reconstituer. Vous avez besoin de vous remettre en question. Parce que, qu'on le sache, l'intelligence émotionnelle, c'est la conscience de soi, oui. Mais c'est la motivation, oui. C'est la maîtrise de soi, c'est l'empathie. Mais c'est aussi les contrats sociaux. Votre capacité d'entrer en interaction avec les autres. Quand vous n'avez pas le temps de vous ressourcer vous-même, quand vous n'avez pas le temps de vous remettre en question, quand vous n'avez pas le temps de voir qu'est-ce qui a marché, pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, est-ce que c'est moi qui étais fautif, est-ce que c'est l'autre. Si vous n'avez pas le temps de remettre ça, vous allez refaire la même chose. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a plus de gens qui sont là pour le fun, pour le besoin, mais pas vraiment pour des projets à venir. Parce que quand quelqu'un a un projet, déjà il choisit, il sait, comme il a dit, il sait quel type de personne il va avec. Il sait qu'est-ce que je recherche vraiment, c'est quoi ce dont j'ai besoin. Mais quand toi-même tu ne te remets pas déjà en question, c'est très difficile déjà que tu saches de quoi tu as réellement besoin. Tu peux rencontrer quelqu'un qui te faut, mais tellement que voilà, tu le perds parce que tu te dis oui, je trouverai, c'est ça d'ailleurs, je trouverai quelqu'un, ça court de milliers de femmes intelligentes. Si toi ton prototype c'est des femmes intelligentes, il y en a partout et tout ça. Mais c'est pas comme ça, toute femme intelligente. Moi je dis toujours, toute bonne personne n'est pas la bonne personne pour toi. Et ça c'est très important. Si déjà moi je sais ce que je veux, je peux comprendre que cette personne est bonne, mais pas forcément bonne pour moi. Et ça, c'est pour quelqu'un d'autre. Vous avez jamais pensé à créer du contenu, vous? Il faut penser à le faire. Je reviens vers toi, madame Eliane. Besoin affectif ou projet défini dans la jeunesse aujourd'hui, quand les gens se mettent en couple? La jeunesse aujourd'hui, de manière générale, comme madame l'a dit, c'est plus pour le besoin et moins pour un projet à venir. Donc c'est ce qui fait qu'actuellement, beaucoup de gens ont maintenant une mauvaise image, une mauvaise expérience dans les relations. Une conception même des relations. Ouais, une conception complètement erronée. C'est l'une des choses quand même que je trouve qui est assez bien dans la vieille école, c'est-à-dire la génération de nos parents. Ils considéraient beaucoup plus les relations qu'aujourd'hui. Et c'est ce qui est problématique parce que... il n'y avait même pas les réseaux à cette époque. Il n'y avait même pas les réseaux à cette époque. Parce que actuellement, les instruments de mesure, les instruments de sélection, même de mesure, sont très douteux. Par exemple, tel que madame l'a dit, moi j'aime les femmes intelligentes. Donc quelqu'un qui va trouver une femme qui est intelligente se dira ah, elle est forcément pour moi, alors que pas du tout. C'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne pour cet homme-là. Alors cela doit passer déjà par une connaissance de soi. Et aussi, tel que madame l'a dit, aujourd'hui c'est problématique. Tu ne peux pas sortir d'une relation et 2 jours après te retrouver dans une autre. Moi c'est ce qu'on a fait, hein, moi. Ça n'a pas de sens. Ça va. Ça n'a pas de sens, en tout cas à mes yeux, parce que tu as besoin déjà d'assimiler les leçons que tu devais apprendre de cette relation. Et d'ailleurs, actuellement, on dit, j'ai lu quelque part, lorsque tu n'apprends pas une leçon, sache qu'elle va se répéter jusqu'à ce que tu l'apprennes. Exactement. Wow.
Donc c'est ce qui se passe. Yeah. Lorsque tu n'apprends pas réellement des choses passées, lorsque tu ne prends pas le temps d'apprendre, de te poser les bonnes questions, de savoir, ok, la personne, je lui reproche X, Y chose, mais qu'est-ce que moi j'ai fait de mal? Tu dois t'examiner toi-même et savoir que, ok, là, j'ai pas bien agi, là, j'ai pas assuré, la personne a fait ceci, oui, c'est vrai qu'on s'est fait du mal mutuellement, mais ok, là, je vais repartir sur des bonnes bases en essayant de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais c'est là aussi, c'est à distinguer de regarder la relation en fonction des lunettes d'une relation passée. Okay. Ça, c'est très toxique. C'est aussi un souci, évidemment. C'est aussi un souci lorsque tu te dis, ah, il se passe telle chose, donc ils vont réagir de la même façon. Ça va se finir comme mon ancienne relation. C'est très problématique. Et aussi lorsque on remarque que la jeunesse traite les relations comme juste comme un besoin ou parce que c'est en vogue actuellement, ça prouve aussi que il y a un problème dans la jeunesse, c'est-à-dire que les gens veulent vivre le moment présent et ne pensent pas vraiment à l'avenir. Parce que si déjà moi je pense à comment je veux que ma vie soit, parce que dans l'avenir j'aimerais une vie, je veux un travail qui paye autant d'argent, je veux tel style de vie, je veux ça pour ma vie. Et forcément, si je dois m'affilier à quelqu'un, il faudrait que je trouve quelqu'un qui pourra non seulement épouser ma vision, mais aussi dont je pourrais apporter quelque chose et aussi pour qui je pourrais apporter quelque chose et épouser sa vision. Parce que on est dans un échange. Exactement. Donc, avant de parler de relations qui foirent dans notre jeunesse, j'aimerais qu'on puisse se poser la question d'abord sur nous-mêmes. Okay. C'est très important. Avant de revenir vers Sam, Madame Joël a dit quelque chose de très intéressant. Elle a parlé de vase qui est troué et où peu importe ce que tu mets à l'intérieur, évidemment, ça va couler et tu n'auras pas forcément le rendu que tu veux. Alors, quelle est la bonne méthode en ce moment-là? C'est de vouloir prendre du recul afin de se reconstruire, ou plutôt il y a aussi une personne que le ciel peut t'envoyer pour couvrir justement tes plaies et te réapprendre comment aimer? Je vous pose la question, mais on va revenir vers Madame Joël. Oui, j'estime qu'il y a des personnes qui peuvent nous aider dans notre processus de guérison, mais même si on te met cette personne remède là, et que toi-même tu n'es pas conscient du travail à faire sur toi, elle ne va pas vraiment t'aider. Yeah. C'est très important d'être conscient du travail qu'on a à faire. Donc il faut vraiment que cette personne, au-delà de t'aider, il faut que tu sois donc conscient de cela. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Madame Joël? Je suis complètement d'accord avec Madame Liliane, parce que je me rappelle d'une chose. J'ai grandi comme un enfant unique, au fait. Tu as tout, tu reçois tout. J'étais habituée comme ça. J'avais mes propres assiettes, tout était pour moi. Et j'ai grandi comme ça. Alors, je ne savais pas que cela avait influé sur ma façon de voir la vie et tout. Et quand j'étais en G2, je ne sais pas s'il va s'en souvenir, je lui fais coucou quand même. Cet ami, il m'a beaucoup aidé. Par une remarque acerbe. C'était censé me blesser, mais ça m'a guéri. Okay. Alors, je lui ai demandé quelque chose, il a refusé. Et j'ai boudé carrément, parce que j'étais habituée à recevoir. Quand je demandais, on me donnait. Et je lui demande, il refuse. Et après, il me le donne, je refuse moi aussi, je boude carrément, je dis non. Il me dit, tu n'es pas le centre de l'univers, tout ne tourne pas autour de toi. Yeah. Ça m'a complètement blessée. Mais ça m'a permis de me remettre en question. Et c'est ce jour-là que je me suis rendu compte que j'étais égoïste et égocentrique. Et j'ai commencé à voir des choses différemment. Je me dis, oui, en fait, pourquoi j'étais blessée quand il a refusé? Il n'est pas obligé de me donner. Et c'était là, au fait, vers les années 2012, là. 2012, 2013, je ne me rappelle même plus. Donc, il a commencé, et j'ai commencé le processus de guérison, et ça m'a permis, voilà, d'être beaucoup plus ouverte aux autres, beaucoup plus altruiste, et surtout de comprendre que personne n'est obligé de me donner ce que je lui demande. Ça, c'est de un. Donc, déjà que moi-même, je dois faire des efforts sur moi, et savoir ce que moi je veux. Si je sais ce que moi je veux, j'aurai. Mais si je ne sais pas, c'est compliqué. Et oui, on peut trouver des gens qui sont de remède pour nous. Mais si vous ne savez pas, tant que vous vous considérez comme une victime, surtout, il y a toujours ces gens qui ont cette phrase que je déteste, c'est plus fort que moi. Je n'aime pas cette phrase. Ok. Donc quel genre de circonstances, par exemple? Les gens sont toujours là. Moi, je ne trouve pas des choses qui soient plus fortes que moi. Non, okay. Je me dis, je suis humaine. Je suis établie sur les choses. Je ne veux pas que quelque chose puisse me définir. C'est une chose, on dit que c'est une chose. Ça ne peut pas être plus fort que moi. Je dois trouver le moyen de surmonter cela. Et même
dans la vie, je me rappelle, en faisant la section littéraire, les gens me disaient, tu peux pas faire médecine. What? On me disait, oh, tu peux pas faire médecine parce qu'il y a des calculs et tout ça. Je suis partie en médecine, c'est vrai que j'ai repris la G1, mais j'ai fait médecine. Ok. Ça m'a prouvé que c'est pas plus fort que moi. Je n'aime pas cette façon. Quand déjà vous vous dites, c'est comme ça que je suis, c'est depuis que je suis née, depuis qu'on a grandi, c'est-à-dire vous vous dites que cette situation est plus forte que vous. Vous ne trouverez jamais la possibilité d'aller au-delà. Quand déjà pour vous, votre ennemi est plus grand que vous, vous n'allez pas attaquer. Parfois, il y a des combats qui ne se gagnent pas par le nombre, mais par la stratégie. Le plus grand combat sont gagnés par intelligence, pas par le nombre. Et petit fait historique, c'est d'ailleurs comme ça que l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, Voilà. par le nombre et non la stratégie. Voilà. J'allais vous faire rire tout à l'heure quand on a parlé de relations de 2 jours, 3 jours. Je me souviens, j'étais en relation avec une fille, on s'est aimé fortement pendant 2 ans et demi. Ça, je pense, j'étais vraiment à mes débuts, j'apprenais encore l'amitié, l'amour, comment ça se passait. On avance, et c'est vrai qu'on avait des traits toxiques. Elle pouvait me tromper, je pouvais le tromper, mais on était ensemble. On savait que c'est lui ma personne, c'est elle ma personne. Et après, à un moment donné, j'ai commencé à revisionner certaines choses. Je me suis dit, bon, c'est avec elle qu'on va foncer. Je suis en train de préparer un voyage pour le Kenya à ce moment-là. Je me dis que c'est avec elle que je vais partir. Mais elle, je lui dis pas. Je fais la commande d'une bague. J'avais pas de travail, j'avais pas d'argent à l'époque, je sais même pas ce qu'il m'avait pris. Je fais la commande d'une bague, je dis à ma mère, à maman, je l'épouse, on voyage. Elle dit, mais non, moi, non, vous allez me salater, vous allez... J'ai dit, c'est ce que je veux en fait. Et je fais la commande de la bague, ça va venir dans 3 jours. Je crois le 2e jour, elle m'appelle, c'est un soir où on discute. Mais avant qu'elle m'appelle, je crois 3 mois avant, il y a un mec de son église qui veut lui voir, lui dit, ma soeur, j'ai vu une vision, je sens que c'est vous la femme de ma vie. Le frère lui dit ça, et elle aussi, comme elle aime les choses de Dieu, elle s'emballe, mais c'est le mec qui m'a dit que c'est moi. Et moi je suis là, j'ai dit, meuf, mais on est là depuis 2 ans, on essaie de construire notre truc, le mec il arrive en 3 mois, et c'est lui. Ok. Et elle est partie, et j'ai continué à prier, j'ai dit, Seigneur, si elle est à moi, elle va revenir. Et après Dieu aussi, quand tu comprends pas trop ses signaux, elle revient. Ouais, excuse-moi, d'ailleurs il est pas si bien que ça, entre parenthèses, tu le fais mieux que lui. Ok. Et vu que je suis in love, qu'est-ce que je fais? On repart. On repart et il se passe que elle a continué à nous mixer, elle me trompait et le gars et moi. Et elle essayait de voir maintenant avec qui je vais finir ma vie. Okay. Et le gars lui il travaillait, moi je travaillais pas, le gars il était chez lui, moi j'étais encore chez ma mère. Okay. Pourtant celui qui a la vision d'épouser c'est moi. Et elle le sait pas encore. Et ils avancent, ils font leurs histoires, on fait aussi nos histoires. Je sens vraiment qu'elle s'éloigne de moi. Jusqu'à ce fameux jour, elle m'appelle. Je sens que tu n'es plus l'idéal de l'homme que je veux dans ma vie. Je ne sens pas que tu as forcément une vision claire. Donc je vais rester avec l'autre. Et il y a le message de la meuf de là-bas qui me dit, je peux passer demain pour vous apporter. Je raccroche le téléphone et je suis détruit pendant 2 ans pleins. Et c'est là que je rejoins ce que vous avez dit quand vous parlez de ce sentiment où vous êtes totalement par terre. J'ai vraiment compté les années. Ça fait 2 ans, jour pour jour, j'étais complètement par terre. Évidemment, j'ai essayé de me remettre en couple avec des gens. Ouais, au Cancini, on like ça. Mais c'était un désastre. Et je sais que c'était ma faute. Je le sais. Parce que tu n'es pas encore guéri. Il y a des choses que tu dois donc apprendre. Et c'est par là donc, que on va donc, déjà chuter petit à petit. Il y a une chose que nous, les jeunes, on est préparés, évidemment, c'est les violences conjugales. Alors, vous pensez que l'intelligence émotionnelle, je vais commencer évidemment par vous, Madame Joëlle, c'est quelque chose qui prévient les violences conjugales ou qui peut plutôt les anéantir, si on doit dire ainsi? Ça c'est vraiment... Après, ça peut être juste des violences dans les relations amoureuses, hein, parce qu'il n'y a pas que... De toute façon, ça commence toujours quelque part. Yeah. Je tiens à revenir encore sur l'éducation. Vous savez, souvent, les parents ne savent pas qu'ils créent des mini-eux dans l'avenir. Un homme qui a vu son père battre sa mère battra forcément sa femme. Qu'il veuille ou non. Qu'il ne veuille pas. Un homme qui a vu son père être violent, le monsieur ne sait pas qu'il est en train de créer un autre homme violent. Une femme qui a vu une mère qui ne sait pas répliquer, qui ne sait pas se défendre,
deviendra un jour une victime. Parce que c'est ce qu'on lui a dit. Les parents sont les miroirs. Alors, quand on ne sait pas s'éduquer soi-même, je connais un homme qui a vu son père avoir des enfants avec plusieurs femmes. Pour lui, c'est un point d'honneur. Il a dit, il est hors de question que je fasse des enfants hors mariage ou avant le mariage. Okay. Pour lui, c'est un principe. Il a dit, ça l'a détruit parce qu'il a grandi avec un autre père. Alors, avec des demi-frères, des demi-sœurs. Donc c'est compliqué pour lui. Il a dit, c'est hors des questions que je le fasse. Il a été guéri par observation en regardant ce que ça a produit. Mais d'autres reproduisent ça. Parfois même inconsciemment. Voilà. C'est dans ton subconscient, en fait, tu ne sais pas. C'est que tu es en train d'emmagasiner, ça entre dans ton subconscient. Et on ne maîtrise pas le subconscient. Au fait, ça va refluer sur toi, ça va... ça influe dans ta personne. Voilà, dans ta personne, ça forge ton caractère et demain, tu le reproduis. Alors, il y a deux hommes qui sont pas empathiques, qui ne comprennent pas les sentiments de leurs femmes, qui sont égoïstes, qui sont paranoïaques. Par exemple, la paranoïa, c'est le monsieur est jaloux, très jaloux. Il est très possessif. Vous verrez, je veux pas que tu aies travaillé, mon cher. On est en plein 21e siècle. C'est quoi ton problème? C'est une dinguerie. Mes parents m'ont fait étudier et toi tu voudrais que je ne travaille pas. Pourquoi? Juste parce qu'il est parano? Non, parce que ton boss... Attendez, je suis pas la plus belle femme du monde. Et même si j'étais la plus belle femme du monde, tu devais apprendre à me faire confiance. Exactement. C'est comme ça que ça s'est bâti. Dis, tu travailles pas. Pourquoi? Parce que sa femme, on va le draguer et tout ça. Moi, je trouve ça insultant. Évidemment. C'est-à-dire, tu ne crois pas en ma capacité de dire non à quelqu'un. C'est ce que Mme Hélène disait Voilà. d'ailleurs au début. Tu ne crois pas en ma capacité de dire non à quelqu'un. Et vous verrez un homme comme ça, qui est paranoïaque, il battra sa femme. Il aura des hallucinations, des illusions. Il me trompe avec... Je l'ai vu dans une certaine position avec... Sûrement qu'il y a quelque chose. Ce sont tes pensées. Tu vas interpréter les faits. Mais si vous observez bien, vous verrez que ce monsieur-là, dans ses antécédents, il a été éduqué comme ça. Vous verrez la femme qui accepte. Je prends l'exemple. Je suis mon Congo et ce n'est pas pour critiquer les femmes de la Congo. Donc quand je le dis, je suis mon Congo, c'est pour dire déjà que les femmes Congo ont cette tendance à être soumises. L'ouzitou et pas mobile. On la bat, elle ne dira pas. Parfois, elle garde ça pour elle-même. Elle ne vous dira pas, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas habituée à se défendre, elle n'est pas habituée à dire quelque chose et vous verrez qu'elle ira ailleurs. En tout cas, l'émotion, l'intelligence émotionnelle contribue soit dans la défense, soit dans la protection et soit même dans l'attaque. Okay. Ouais. Si vous n'êtes pas suffisamment intelligent, vous ne saurez pas que vous êtes attaqué verbalement parce qu'il n'y a pas que le coup. Vous pouvez être attaqué, agressé verbalement. Il y a des hommes comme ça qui peuvent se mettre à insulter sa femme en public. Et ça attaque. Et eux, vous verrez, l'enfant, il grandit comme ça, il ne considère pas les femmes. Il se trouve comme des objets. Qui lui a appris ça? Son père. C'était pas forcément papa Fandiciana Zolba. Mon fils, une femme, c'est non. Il a vu. Yeah. Il a acquis et il réplique. Unfortunately. Qu'est-ce que vous dites, Mme Eliane, par rapport à cela? L'intelligence émotionnelle, les violences dans les relations conjugales. Ça peut prévenir les choses? L'intelligence émotionnelle, oui. J'estime que lorsque tu es intelligent émotionnellement, tu sais voir les signes précurseurs d'une personne violente. Autant verbalement que par les coups. Oui, je vous coupe. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que si on doit faire un quota, il y a 80% des femmes qui te diront que j'aime quand il est jaloux, quand il est possessif, quand il est présent, quand il... C'est un problème. C'est un problème. C'est pas de façon malade. Okay. Parce que je ne sais pas comprendre comment tu aimes lorsque la personne se comporte mal, lorsque la personne est toxique envers toi. Il y a des gens qui disent ça. C'est un terme scientifique. Elle est masochique. C'est un terme scientifique. Quand tu aimes, quand on te bat, tu as un problème. C'est problématique. Et avec l'intelligence émotionnelle, tu sais voir lorsque une personne sera violente ou même est violente naturellement. Même si la personne peut essayer de le cacher, mais ça se voit. Lorsque la personne a cette facilité-là de mal te parler, de dire des choses blessantes. Quelqu'un d'impulsif. Quelqu'un d'impulsif. Et après, lorsque tu diras, ça, tu as dit telle chose, j'ai pas apprécié, elle va dire, non, j'ai pas fait exprès. Ok, tu pardonnes. Et quand ça se répète, là, c'est fait exprès. Parce que je considère que tu sais exactement ce que tu es en train de faire. Et lorsque tu
n'a pas, comme madame l'a dit, lorsque tu n'as pas la conscience de réaliser que là je suis attaquée, c'est compliqué. Tu vas t'habituer à ce genre de pratique et après c'est une boucle. C'est une boucle. Voilà. C'est là qu'on retrouve des enfants, des enfants qui sont exposés à ces genres de violences, qui dans le futur seront aussi des hommes violents, des hommes qui déconsidèrent la femme, parce que mon père était comme ça avec ma mère, donc pour toi c'est la normale. Par exemple, je prendrai mon exemple. J'ai grandi avec des parents, par exemple, j'en ai un exemple, lorsqu'on doit sortir, on doit aller manger en famille, on sera tous plus à l'aise d'aller dans un restaurant que ma mère apprécie. Ok. On aura cette facilité-là, pourquoi? Parce que lorsque ma mère n'est pas confortable, on le ressent tous. Alors mon père et même mes frères et moi, lorsque on veut choisir un restaurant, on dit, ah, moi je préfère celui-ci, papa préfère celui-là, et on attend que maman dise, elle veut, où est-ce qu'elle veut aller manger. Et après on en discute, mais dans notre choix, on doit s'assurer que ma mère sera à l'aise. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et parfois, inconsciemment, j'avais tendance à vouloir répéter la même chose. C'est-à-dire que lorsque je ne suis pas à l'aise avec quelque chose, alors la chose ne doit pas se faire. Qu'importe la personne, ce que la personne en face pense ou dit ou aimer comme avis, je m'en fous, je ne suis pas à l'aise, donc on ne doit pas le faire. Okay. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que je l'ai appris, non, parce que j'ai vu. C'est comme ça que ça se faisait chez moi et j'essaie de répéter. Et il faut réaliser que ça, c'est un problème. Ça peut créer beaucoup de problèmes lorsque les choses ne vont que dans ton sens. On a l'impression que tu es le centre de la relation et que la personne est là que pour toi, pour faire ce que toi tu veux. Et c'est problématique. Donc il faudrait que pour nos jeunes, il faudrait qu'ils essayent de sortir de ces genres d'idées reçues, des sentiers bâtis. Parce que chaque relation est différente et particulière. Exactement. Chaque relation a ses particularités, a ses défis. Évidemment, on est déjà en train d'atterrir, les amis, on ne croirait pas. On est déjà en train de finir. Je reçois pas mal de messages de gens qui nous disent qu'ils ont beaucoup apprécié. Il n'y a personne même qui ose poser une question, qui sont juste là en train de regarder. C'était it's amazing. Alors, on est en train d'atterrir. J'aurais donc une dernière question. C'est par rapport aux personnes qui sont dans la réaction plutôt que dans la communication, si je dois dire ainsi. Je vais m'expliquer. Quelqu'un qui te dit que ouais, mais moi je préfère pas trop parler, je réagis juste. Quelqu'un qui te dit que moi je préfère yem taper sur kanda, mais azo silica pour yo au siliki. Je me dis mais j'ai pas le droit de me fâcher, comment ça se passe? C'est ça, notre Désolé, je me suis emporté. Ça me dit, bon, au-delà du fait que ce soit un problème, comment tu gérerais ce genre de situation? Est-ce que déjà toi-même, tu es ce genre de personne qui, au sali na omabi, parce que pour Sénaka, pardon, mouta kita, au silika, pour moutum sous siliki. Déjà, je ne suis pas ce genre de personne. Déjà, si la personne mal agit ou bien il y a un problème, j'aime bien les gérer dans les cadres. Déjà, j'ai appris ça de mes parents. On s'excuse. Oui, on s'excuse. Je crois que c'est vraiment la première des choses. Vas-y. J'aime pas aller de gauche à droite. Yeah. J'aime directement présenter mes excuses. Si je vois que la personne ne reçoit pas ça, je me dis, ben, c'est pas moi le problème, c'est que c'est la personne. Donc, je te laisse, je me retire, je te laisse. Quand tu seras un peu plus calme, tu reviens, on en parle. Et si tu reviens pas. Ok. Toi, tu es vraiment en mode. J'aime pas forcément. Madame Eliane, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Je m'excuse, premièrement, que j'ai tort, ou plutôt même si la personne l'a mal pris. Mais j'ai pas forcément tort. Mais vu que la personne l'a mal pris, par exemple, je m'excuse. Ou il y a une autre façon de le faire comprendre les choses? Non, lorsqu'il y a un désaccord, il faudrait s'excuser. Parce que peut-être que ça ne partait pas d'une mauvaise intention, mais la personne l'a mal perçu. Donc il faudrait s'excuser de manière à atténuer la situation. Et après, à part les excuses, il faut s'expliquer pour éviter ce genre de désaccord dans l'avenir. Pas éviter les désaccords, mais ces genres de désaccords. Pour que ce genre de choses ne se répète plus, il faut s'expliquer, écouter l'autre. Et lorsque tu t'expliques et que la personne t'écoute, peut-être qu'elle peut aussi reconnaître un tort dans sa manière de réagir. Et elle va aussi s'excuser. Tout simplement. Parce que plus on garde des problèmes et qu'on n'en parle pas, ça peut être des bombes à retardement. À retardement, et c'est très dangereux. Yeah. Pour terminer, madame, qu'est-ce que tu dis par rapport à cela? Oui, déjà, nous sommes blessés par rapport à nos susceptibilités. Ça, nous ne sommes pas blessés de la même manière. Yeah. Alors, parfois,
je ne m'excuse pas parce que j'ai tort. Parce que je veux la paix. Parce qu'il le faut. Il le faut, je tiens à la relation. Je m'excuse. Comme Sam l'a dit, je vais attendre que tu digères. Ensuite, je reviendrai quand tout sera calme. Et je veux t'expliquer, comme Madame Hélène l'a dit, je veux t'expliquer. En fait, moi, c'était par rapport à ça. C'est comme ça que je voyais. C'est pour ça que j'ai dit ainsi. Ah, ok. Tu vois, souvent, c'est ah, ok. Parce qu'il y a des gens compréhensifs aussi. Il attend juste que tu t'excuses simplement. Et tout. Oui. Mais il y a des gens qui pensent aussi que demander pardon, c'est de la faiblesse. Et que si tu demandes pardon, tu te mettais en dessous de la personne. Alors que c'est une énorme force. Non, c'est une force. Quelqu'un qui sait demander pardon, c'est se tenir au-dessus de situations, en fait. Les réactions... Non, il faut contrôler les actions. Il ne faut pas être réactionnaire. Il faut être actif. C'est-à-dire, j'agis, pas que je réagis. Parce que si tu réagis, ce n'est pas forcément au même degré que l'autre. Il y en a qui, pour tuer une fourmi, prendront un marteau. Alors qu'il faut juste utiliser le doigt. Donc, il faut faire très attention et demander pardon, c'est pas un problème. Upesinga kanda. Na siliki est un problème. On est à la fin, les amis, donc je vais vous donner donc 2 minutes à chacun pour son mot de la fin. On va commencer par toi, Sam. Évidemment, on va faire un tour de table. Si vous avez des dédicaces, des noms à dire, on attend, sentez-vous à l'aise. Je commence par toi, Sam. Qu'est-ce que tu dis pour ton mot de la fin? J'aimerais d'abord vous remercier de m'avoir contacté, de m'avoir invité. J'ai beaucoup aimé d'être là et d'apprendre un peu plus. Je salue ma famille et tous les gens qui me regardent. C'est tout. It's amazing. À vous, Madame Hélène. Déjà, je tenais à vous remercier parce que de m'avoir contacté, c'est un honneur pour moi d'être ici. Et c'est pas la dernière fois. Oui, évidemment. De parler d'intelligence émotionnelle parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose que je prône dans la vie de tous les jours. Alors c'est un honneur pour moi d'en parler. Et si je peux saluer quelqu'un, sentez-vous à l'aise. Les amis, la famille, si vous me voyez, vous avez mes salutations. Merci aussi à vous, Madame Joël, j'en ai appris beaucoup. Vous êtes une très belle personne avec ces quelques minutes passées avec vous. On sent que vous êtes très réfléchie, très intelligente, émotionnelle, parce que pour vous dire, dans la société, les gens, les adultes, personnellement que j'ai croisés, n'ont pas d'intelligence émotionnelle. KO. Les managers que j'ai croisés n'ont pas d'intelligence émotionnelle. Alors vraiment, grand merci à vous. Alors on salue les parents aussi, oui, bien sûr. Maman, Madame Joël, pour finir. Merci beaucoup, merci Charlie, merci à RTGA, merci pour cette plateforme, merveilleux en tout cas, ça nous fait grandir. Et merci à mes co-invités, ils sont magnifiques, très intelligents, c'est très beau à discuter, bien entendu on a tous appris. Et si je devais saluer quelqu'un, ce sera ma maman, ma petite soeur et je dis Vegas s'il me voit et toutes ces personnes qui sont avec moi à la GS et tous ceux qui sont en train de travailler avec nous ici. En tout cas, merci. Je pourrais vous mettre dans une valise, madame, et vous partir avec vous n'importe où. Merci à vous, les amis. Nous étions donc dans Carrefour, évidemment avec ce sujet toujours aussi important. Je pense qu'on va revenir avec l'intelligence émotionnelle 2, ou un 3, 4, on verra. C'est toujours très... Parce qu'il me reste des questions, hein, on n'a pas pu tout finir, il me reste des questions. Merci à chacun d'entre vous d'être resté donc connecté sur les antennes de la RTGA. Évidemment, notre lien sera disponible d'ici là. Et évidemment, nous ferons aussi quelques photos que vous verrez sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre. Vous me retrouverez jeudi. Vous serez avec donc mon frère G-Solvier Angelo demain pour Carrefour Société. Qu'est-ce que je dis pour Carrefour Culture? Vous serez vendredi avec Martine, lundi avec Tony Ngoko et vous me retrouverez évidemment mardi prochain. Nous avons été ensemble sur ce sujet qui est l'intelligence émotionnelle. Si vous avez des questions encore à poser à nos invités, n'hésitez pas, écrivez-nous. Merci à mon directeur 33 Chitenge. Merci au réalisateur donc Michael Chiu et aussi à l'excellent Djibril Mpanzo qui était derrière les caméras. Retrouvez-nous mardi prochain et n'oubliez jamais, l'avenir, c'est aujourd'hui. À très bientôt. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.